Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire du baromètre des risques Allianz 2025. Je suis Sarah Delel, Regional Head of Distribution et je suis ravie de vous accueillir pour ce baromètre des risques. Nous allons tout d'abord commencer par nous présenter. J'ai plusieurs collègues et experts à cette table. Jérôme, si tu veux bien commencer. Bonjour à tous, Jérôme Chartrain, responsable souscription des risques cyber au sein d'Allianz Commerciale. Bonjour, Anouk Nathan et je suis le responsable de la recherche sectorielle au sein d'Allianz Trade. Et bonjour, je suis Franck Chopin, je suis le référent climatique Allianz France. Je vous propose maintenant de regarder ensemble le sommaire de notre présentation. Tout d'abord, je ferai un rappel des résultats du baromètre des risques Allianz 2025. Jérôme parlera des risques cyber, Franck des risques climatiques et Anouk nous donnera des perspectives économiques 2025. On peut commencer avec les résultats. Alors, tout d'abord, un point sur l'organisation de cette enquête. Cette enquête a été menée auprès de clients, de courtiers et aussi de professionnels du métier de l'assurance. Elle a été menée auprès d'entités Allianz Commercial, mais aussi de toutes les entités Allianz. C'est aujourd'hui la 14e édition, ça fait donc 14 ans que ce baromètre des risques Allianz existe. On a obtenu 3800 réponses pour ce baromètre des risques auprès de 106 pays avec 24 secteurs industriels. L'enquête a été menée du 16 octobre au 13 novembre. Je vous laisse regarder les résultats de ces risques 2025. Nous allons pouvoir regarder ensemble quelles sont les différences par rapport au baromètre des risques 2024. Tout d'abord, comme vous l'avez vu, la cybersécurité reste le risque primordial pour les entreprises et de loin. Il est suivi par l'interruption d'activité, qui est aussi un risque important pour toutes les entreprises. Enfin, au troisième rang, les catastrophes naturelles se positionnent avec un nombre croissant de répondants sur ce type de risque. Le changement climatique, évidemment, est un risque aujourd'hui prépondérant. Il progresse d'ailleurs de la 7e à la 5e place et c'est la première fois en 14 ans qu'il atteint le 5e rang. Le dernier aspect sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est l'entrée dans le baromètre des risques mondiaux à la 10e place du risque nouvelles technologies qui concerne notamment l'intelligence artificielle et les machines connectées, ce qui semble complètement redondant avec l'actualité aujourd'hui, avec la conférence en France. Un point maintenant sur les différences entre les segments d'entreprises qui ont répondu à ce baromètre des risques. Les grandes entreprises font progresser de la 5e à la, progresser de la 5e à la 4e place les risques législatifs et réglementaires. En dehors de ce sujet, on peut dire que les grandes entreprises calquent un peu leurs réponses sur le baromètre des risques mondial qu'on vient de voir. Une nouvelle préoccupation pour ces grandes entreprises, c'est vraiment l'évolution des marchés avec la concurrence qui s'accroît, les fusions-acquisitions et les évolutions de marché. Les moyennes entreprises, quant à elles, font passer le risque catastrophe naturelle en meilleure position, car c'est à la 2e position, car c'est pour elles un risque prépondérant aujourd'hui. Et elles gardent en fait la préoccupation de la pénurie des talents dans leur baromètre des risques à la 10e place. Ce sont les seules. Les petites entreprises, quant à elles, font progresser les risques liés aux évolutions législatives et réglementaires. Et font également progresser le changement climatique de la 9e à la 6e place, qui semble pour elles un risque aujourd'hui très important. Un nouveau risque pour elles également, les risques de violence politique. Maintenant, un focus sur les risques en France par rapport à ce baromètre mondial des entreprises. Peu de différence, le risque cyber reste prépondérant, comme vous le voyez, en première position. Puis le risque lié à l'activité arrive en 2e position, au coude à coude avec les catastrophes naturelles. Et en France, ça semble bien normal. En dehors de ces changements, le risque climatique passe de la 5e à la 6e place par rapport au baromètre mondial pour la France. Je vous propose maintenant d'entendre Jérôme sur les risques cyber. Merci Sarah. Donc comme vous l'avez pu le voir, le risque cyber est placé numéro 1 pour la 3e année consécutive, 7 points devant le risque de perte d'exploitation en tant que tel. Quels que soient les secteurs d'activité, peu importe la taille d'entreprise, petite, moyenne et grand risque,
et ce, dans plus de 20 pays à travers le monde, principalement en Europe et aux États-Unis. Toutefois, petite précision, si on ajoute le risque de perte d'exploitation consécutive à un événement cyber et les risques liés à les nouvelles technologies, on voit clairement que les risques informatiques et les risques liés aux nouvelles technologies fait partie de vos principales préoccupations de nos assurés. En creusant un petit peu, on peut dire que sur le risque cyber en particulier, 60% des répondants ont identifié la violation de données ou la fuite de données comme le risque principal, le plus redouté. Les attaques, les cyberattaques visant les infrastructures critiques et les actifs physiques, principalement opérationnels, tels que les usines pour le monde industriel, sont situées en deuxième position, deuxième préoccupation majeure. Et puis après, il y a les incidents qui causent les incidents cyber qui causent une interruption d'activité peuvent aussi avoir des impacts en matière d'ESG et de durabilité. Si on fait un parallèle avec la sinistralité telle qu'on peut la voir aujourd'hui au sein d'alliances commerciales ou de toutes les entités, on s'aperçoit que les principaux risques et la principale typologie de sinistres, c'est les attaques par ransomware, dans le but de se tirer de l'argent. Donc ça, c'est le premier niveau, en échange d'une rançon. On espère obtenir une clé qui va permettre de déchiffrer les systèmes qui sont eux-mêmes chiffrés ou indisponibles, ou dans le but d'extraire des données, ça c'est le deuxième effet, deuxième niveau, afin de les revendre sur le dark web. Ce n'est pas parce que on obtient des clés de déchiffrement qu'on a la garantie que le hacker qui s'est introduit dans le système, qui a bloqué des données, n'a pas exfiltré une partie de ces données pour les revendre sur le dark web. Puis troisième partie, deuxième gros type de risque, c'est l'exfiltration de données, mais sans demande de rançon particulier. C'est souvent la plus fréquente à ce jour. Sur les deux premiers cas, effectivement, il peut y avoir à la fois des postes de garantie qui vont être déclenchés, tels que les frais d'assistance, les frais de gestion de crise, mais également tout ce qui va être en rapport avec les frais d'avocat ou l'indemnisation conséquences pécuniaires qui peut être à la charge de nos assurés. Dans le cas des attaques ransomware, le risque de perte d'exploitation est aussi un vecteur ou un point important. Je pense notamment via des vecteurs d'intrusion tels que le phishing ou les vols de credentials de nos assurés. Et là, le contrat cyber, des garanties cyber, des programmes cyber peuvent répondre de différentes façons, notamment sur la partie assistance, communication, assistance juridique, mais également pour tout ce qui va être investigation et remédiation qui peuvent s'élever à des montants relativement importants. Quand je parle de risque cyber et de typologie de risque, notamment du fait de l'intrusion dans les systèmes, on pense forcément au système de nos assurés, mais on ne vise pas que les systèmes de l'assuré. On peut aussi avoir des systèmes de l'assuré placés chez un tiers, hébergés par un prestataire informatique. L'exemple de CrowdStrike le démontre. Nous sommes aussi dépendants de ce qui peut être fait via l'extérieur, via des prestataires informatiques. Et donc les assurés, aujourd'hui, ont conscience de ces risques et ont tendance à rajouter ce type de garantie, donc des carences de fournisseurs informatiques au sein des couvertures. Si l'on revient sur le cas des réclamations sans attaque, les réclamations sans attaque sont aujourd'hui estimées à hauteur de 20% de nos dossiers, sont souvent suite à une problématique de non-respect de la réglementation, notamment aux États-Unis, du fait des class actions. On trouve et on voit que ça se normalise, que les frais de défense sont de plus en plus élevés et malheureusement de plus en plus fréquents. Si on parle de l'évolution réglementaire en France, et particulièrement en Europe, je voudrais d'abord commencer et préciser qu'il y a le règlement DORA qui a été instauré, qui a été publié en 2022, mais réellement applicable depuis fin d'année 2024.
uniquement pour le secteur financier, avec comme objectif l'harmonisation des exigences, un cadre commun, des normes élevées de résilience, la gestion des incidents, la gestion des tiers aussi, des tests de résilience en particulier, et puis un partage d'informations qui doit être opéré entre les différents acteurs du monde financier. Autre règlement important, alors qui est plus une directive en soi, qui est la directive Nice, qui devrait être promulguée, ou dont on attend la loi de transposition très prochainement, prévue normalement, qui était initialement prévue pour octobre 2024, mais qui, du fait du contexte géopolitique, serait peut-être retardée. La directive Nice tenterait à imposer des normes de sécurité beaucoup plus strictes, une coopération renforcée entre les États membres. Sont visés par Nice 2 les opérateurs de services essentiels, tels que les entités essentielles certes, mais les entités aussi importantes. Et là, il y a un flou en ce qui concerne la caractérisation des entités importantes. Qu'entend-on par entité importante? Ce sera à la discrétion effectivement du pays dans lequel se situent les entreprises, avec 3 types d'obligations pour ces entités importantes. La première est d'avoir un niveau de sécurité et de maturité informatique élevé, de s'enregistrer auprès de l'ANSSI pour la France, et puis surtout de devoir signaler les incidents de sécurité dits importants, mais là aussi, quant à la définition du terme important, se posent quelques questions. En termes de sanctions, au titre de la directive Nice, on peut simplement noter que seraient sanctionnées les entreprises qui ne respectent pas les dispositifs de prévention et de protection des attaques auxquels ils étaient astreints. Et puis, troisième règlement sur lequel je voudrais évoquer, je voudrais parler un petit peu, c'est le règlement européen sur l'intelligence artificielle, qui est paru au journal officiel de l'Union européenne en juillet 2024, qui doit fixer un cadre juridique harmonisé pour l'utilisation de l'IA, dans le respect bien sûr des droits fondamentaux, notamment des utilisateurs. Et ce règlement propose une classification des systèmes d'information en fonction de leurs menaces et des risques, définit les exigences de sécurité liées aux risques élevés et les règles de conformité et de surveillance. Au sein du groupe Alliance, nous trouvons qu'il est tout à fait normal d'assurer les risques liés à l'utilisation d'un IA, que ce soit sous sa forme la plus simple, à savoir l'IA générative ou l'IA prédictive. On sait que ça peut soulever certaines interrogations quant à leur utilisation, mais ça ne doit pas être un obstacle à nos assurés quant à la source de nouvelles rentabilités. Que l'on soit cyborg ou centaure, cyborg, j'entends les utilisateurs qui sont nés avec les nouvelles technologies, qui ont une habitude particulière quant à l'utilisation de ces technologies, ou plutôt centaure, à savoir analyser, utiliser occasionnellement, et puis poser la question de la responsabilité liée à l'outil même, puisque l'IA est avant tout un outil à ce jour. On a une perception différente des risques, mais le risque, à mon sens, est avant tout un risque de délégation de responsabilité, délégation et de surveillance rattachée à cette délégation. Au sein des contrats d'assurance, tout ceci peut être clairement garanti. Peut-être une modification, c'est déjà aujourd'hui le cas, puisque les systèmes d'information et la définition qui est rattachée est relativement importante. À nous de bien maîtriser les risques, plutôt en amont. Donc il est vrai que les assureurs posent aujourd'hui des questions et ont une liste de questions rattachées à l'analyse de ce risque, mais c'est aussi aux entreprises de démontrer qu'elles ont mis en place les process, les modes d'audit, de sécurité et de formation du personnel rattachés à cette IA. La France est plutôt précurseur en la matière. Sarah le citait. Le sommet pour l'action sur l'IA confirme que la France veut et tente de redevenir un acteur majeur de l'IA. Espérons que ce sera effectivement le cas et que les investissements promis voient le jour. Merci. Merci à vous. Merci Jérôme, c'était très intéressant et on avait besoin de cette mise à jour. Franck, je te laisse continuer avec les risques climatiques. Avec plaisir, merci Sarah.
Donc, on l'a vu dans le baromètre, les catastrophes naturelles sont assez aussi dans le rang, ils sont 3e. Cela vient pas de nulle part, cela fait la 5e année consécutive que les pertes assurantielles mondiales ont dépassé les 100 milliards de dollars. Ça commence à être conséquent, on verra plus tard les pertes pour la France. Mais faut garder en tête aussi que ces pertes ne sont pas uniquement dues aux phénomènes météorologiques en eux-mêmes, climatiques en eux-mêmes. C'est aussi dû à l'augmentation de la démographie, au fait que de plus en plus de gens veulent s'installer en bord de mer ou le long des rivières, parce que ce sont des endroits qui sont sympas à vivre jusqu'à ce que l'eau monte. Mais il y a ça, il y a le changement aussi dans l'imperméabilité des sols, dans la gestion des sols, qui sont des facteurs importants. Et il est vital, primordial, que la société se prépare, anticipe et mette en place des mesures de prévention pour voir l'avenir de façon plus sereine. Et comme tu l'as très bien dit, Sarah, quand on parle de catastrophes naturelles en général, le changement climatique n'est pas loin, et il est de place derrière, il y a eu une belle augmentation. Et en fait, là aussi on se rend compte avec les événements récents que c'est de plus en plus prépondérant dans les médias, dans les différentes communications qu'on a dans les journaux. Et en fait, ce qu'on voit dans ce baromètre, c'est que les 3 principales craintes des entreprises sont d'abord les dommages directs, issus d'un événement climatique comme une inondation. Ensuite, les impacts dus à l'interruption des activités, les pertes d'exploitation. Et enfin, les impacts environnementaux, comme la raréfaction de certaines ressources. Ensuite, il y a les 3... Naïs, s'il te plaît, j'ai le dernier bullet point, merci. Il y a aussi les 3 principales mesures qui sont mises en place. Tout d'abord, augmenter la couverture assurantielle, si cela est possible. Ensuite, adapter les mesures pour faire respecter plus l'environnement et se diriger vers du bas carbone. Et enfin, selon des scénarios, créer des plans en fait, d'urgence pour réagir à tel ou tel type d'événement. Alors, j'ai pas pu m'empêcher, quand j'ai lu ce baromètre, de faire un parallèle avec un rapport du WEF, du World Economic Forum, qui vient de sortir là en janvier. Je vous ai mis le lien sur ce slide, et qui a été fait auprès de grands groupes, mais aussi de gouvernements, de personnes de l'académie, enfin d'universitaires, d'ONG et de la société civile. Et j'ai sorti de ce rapport un graphique, enfin une infographie, qui montre en fait quels sont les risques les plus prégnants selon ce panel à 2 ans ou à 10 ans. Et ce qu'on peut voir dans ce panel, ce que je veux voir vous concentrer, c'est sur les lignes en vert. Ce sont les risques environnementaux. Donc on voit qu'à 2 ans, déjà, les catastrophes naturelles sont également là. Mais à 10 ans, on voit que les risques environnementaux occupent les 4 premières places de ce panel. Et je trouve que c'est quand même assez important à noter. Donc en fait, il y a tout cela, mais qu'est-ce que nous réserve l'avenir? S'il te plaît, Thaïs. Il y a d'abord, j'avais oublié ce slide, il y a aussi la sinistralité en France. Alors j'ai piqué ce slide à France Assureur qui montre en fait les pertes assurées en euros constants 2023 depuis les années 2000. Et qu'est-ce qu'on peut voir sur ce slide rapide? C'est qu'en fait, les pertes augmentent considérablement. On voit qu'elles ont plus que doublé dans la décennie actuelle, 2020-2023, par rapport à la première décennie de ce siècle. On est passé de 2,7 milliards d'euros à 6 milliards. Donc il y a une augmentation qui est rapide, qui semble s'accélérer, et on voit que 2022 a battu même 2003 et 2017. Et cela n'est pas très très optimiste. Je vais maintenant montrer des prévisions. Alors,
Quand on regarde les prévisions, je me base sur 3 rapports qui sont disponibles facilement sur le net. L'un qui vient de France Assureur, l'autre qui vient de la CCR et le troisième qui vient de Covea, le livrement de Covea. Et il nous donne des estimations de ce que seraient les pertes potentielles à horizon 2050. Et il y a vraiment deux aléas qui se dégagent pour la France métropolitaine par rapport aux autres. C'est d'abord l'inondation qu'on voit ici. Et on voit que la charge pourrait doubler. Alors bien sûr, c'est de la prévision, donc s'il y a une grande marge d'incertitude, les rapports ne donnent pas les mêmes chiffres, mais on pourrait aller jusqu'à un doublement de la charge d'ici 2050 en inondation. Et cela est dû au fait que, tout simplement, la température des océans et des mers est prévue augmente et va continuer à augmenter. Il faut voir que chaque degré en plus des océans et des mers provoque 7% d'humidité en plus dans l'atmosphère. S'il y a de l'eau dans l'atmosphère, il faut bien qu'elle retombe. Et malheureusement, c'est sur nous. Donc voilà. Et le deuxième sinistre qui est encore plus inquiétant à horizon 2050, sur le rapport, c'est la sécheresse. Quand je parle de sécheresse, là, je parle de sécheresse géotechnique, de retrait et gonflement des argiles, pardon, et c'est plus les dommages aux bâtiments. Là, je ne parle pas de tout ce qui est agricole ou vague de chaleur, je parle vraiment de la sécheresse. Et là, les rapports les plus pessimistes anticipent un triplement de la charge pour les assureurs si nous ne mettons pas en place des mesures de prévention. Donc, que retenir, en fait, de ces prévisions? C'est que déjà, il n'y a pas de secret. Toutes les analyses du GIEC, tous les rapports tendent à démontrer que les aléas climatiques en France vont augmenter, avec une prépondérance pour la sécheresse et l'inondation. Les signaux pour les 2 autres périls majeurs en France métropolitaine, que sont la grêle et les tempêtes hivernales, donc les vents, sont moins clairs, mais je viens de voir un article qui vient de sortir dans la revue Nature, je crois, sur les tempêtes hivernales et qui tente à démontrer que malheureusement les tempêtes hivernales vont vraiment aussi augmenter. Malheureusement, ça s'accompagne, comme je l'ai dit tout au début, d'un accroissement des enjeux assurés. On est de plus en plus nombreux, on vit dans des zones qui sont quand même à risque. Et le climat français regroupe à peu près tout le panel des risques potentiels sous nos latitudes. Donc, vraiment, il faut avoir se préparer. Les risques sécheresse géotechnique, ça semble être quand même celui qui sort du lot et qui semble être le plus à risque pour les années futures. Donc, Allianz doit adopter une stratégie, c'est clair. Il faut qu'on se prépare. Je tiens à dire juste avant ce slide que nous ne sommes pas les seuls à devoir nous préparer. Allianz a son rôle, nous sommes un assureur, donc nous devons répondre présent. Mais ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire tout seuls. La politique, qu'elle soit au niveau local, au niveau des mairies, des communes, avec les plans de prévention des risques, doivent prendre leur part, mais aussi les politiques au niveau national ou même au niveau européen, pour par exemple mettre en place des mesures, des lois en place pour essayer d'aider les gens à se prémunir contre les risques, doivent être partie prenante, mais aussi les sociétés du bâtiment, pour créer de nouvelles mesures, de nouvelles façons de se prémunir face aux risques, d'atténuer les impacts des aléas climatiques, et même les habitudes que nous avons chacun d'entre nous, les particuliers, dans nos habitudes de tous les jours. Donc Allianz a des stratégies à adopter. Qu'est-ce que nous faisons, nous, en interne? Nous essayons d'améliorer en continu notre outil d'aide à la souscription qui s'appelle Sphère, dans lequel on peut voir des cartes d'aléas auxquelles nous sommes exposés. Nous essayons de faire des cartes de plus en plus précises, de plus en plus justes, afin de mieux comprendre les risques et mieux savoir quelles sont les zones les plus touchées. Nous cherchons aussi à déterminer le risque d'accumulation, savoir où est-ce que les risques se concentrent et où est-ce que notre portefeuille se concentre également. Tout cela nous aide à consolider notre tarif technique et à adapter aussi notre politique de souscription.
notamment notre politique envers les campings en zone fortement inondable. Enfin, nous avons créé déjà depuis 2 ou 3 ans déjà une entité, c'est l'écosystème Ma Prévention. Et nous avons inauguré en mars dernier un centre technique contre l'inondation, de tests de mesures de prévention contre l'inondation à Baziège avec notre partenaire Floodframe. Et on a aussi dans le pipeline des idées d'incitation à intégrer des mesures de prévention contre les risques climatiques, comme nous le faisons par exemple au niveau de l'automobile. Voilà. Merci Franck. Je propose maintenant à Anno de prendre la relève pour les perspectives économiques 2025. Merci beaucoup Sarah et rebonjour à tous. Donc effectivement, alors malheureusement j'ai constaté que les risques macroéconomiques avaient baissé dans le classement, mais je vois d'autres risques qui sont en fait très liés à l'environnement macroéconomique et géopolitique, et on va essayer de raccrocher les wagons sur tout ça. Donc peut-être d'abord, qu'est-ce qui se passe au niveau de la croissance mondiale? Premièrement, et ça on a cessé de le répéter depuis quelques années, en 2022 il y avait beaucoup de craintes que l'économie européenne et l'économie mondiale souffrent fortement de la guerre en Ukraine. Il s'est avéré que les économies ont été davantage résilientes que ce qu'on pensait. Résilientes oui, mais plutôt mollassonnes. C'est-à-dire que 2025 sera certainement la 4e année consécutive où la croissance mondiale sera sous les 3%. Ce sera aussi le cas en France, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais donc voilà, une économie résiliente, mais pas dynamique, pas de boom et pas de croissance qui mérite de quelconque célébration. Donc on évite le pire, c'est le cas un peu dans toutes les zones, mais rien d'extraordinaire. Et puis une dichotomie qui est de plus en plus prononcée, ou en tout cas vous avez certainement lu dans la presse, entre une Chine en convalescence, une Europe qui a vraiment des problèmes structurels et qui a du mal à sortir du gué, et puis les États-Unis qui ont l'air de foncer tout droit vers plus de croissance, parfois au détriment du climat. Voilà, donc ça, ce sont nos prévisions, j'ai envie de dire, globales. Et puis, bien sûr, l'éléphant dans la pièce dans tout ça, c'est la nouvelle administration américaine. Donc, que se passe-t-il s'il y a des droits de douane qui sont imposés? Donc, vous l'avez vu, début février, on a eu un executive order de la part de Donald Trump qui instaurait des droits de douane contre ses principaux partenaires commerciaux, le Canada et le Mexique. Voilà, si je devais résumer en un mot, ces droits de douane seraient stagflationnistes. Donc ça, là, c'est du jargon d'économiste, mais vous avez compris, stagnation économique, donc moins de croissance aux États-Unis, au Canada, au Mexique. L'impact sur la Chine sera assez mineur, parce que même si la Chine commerce beaucoup avec les États-Unis, elle commerce aussi beaucoup avec le reste du monde. Et donc l'impact sur la Chine ne serait pas aussi prononcé que l'impact sur les États-Unis et le Mexique, comme vous pouvez le voir sur le tableau qui figure sur cette diapositive. Alors, je tiens à rassurer les gens qui nous écoutent et qui nous regardent. L'ensemble de ces documents sont disponibles en ligne, donc vous pourrez regarder plus en détail ces chiffres. Et donc voilà, moins de croissance. Et puis, le revers de la médaille, c'est aussi plus d'inflation. Potentiellement, voilà, c'est assez mécanique. Si vous instaurez des droits de douane, ça veut dire que les prix à l'import coûtent plus cher. Et donc, ça va se répercuter sur les coûts des entreprises et puis également sur le porte-monnaie des ménages. Donc, un peu moins de croissance, un peu plus d'inflation. Là, je parlais de la Chine, pour qui les droits de douane sont effectifs. Et puis, le Canada et le Mexique, ça a été signé, c'est mis en pause. On fera le bilan dans quelques semaines. Mais que se passe-t-il de l'Europe? Et là, quand on regarde l'Europe, effectivement, il y a eu une menace. Est-ce qu'il y aura des droits de douane? Je ne sais pas, malheureusement, je ne fréquente pas les cercles de M. Trump, donc je laisse chacun faire ses paris. Mais quand on regarde un petit peu plus en détail, d'abord, l'exposition par pays. Vous voyez que dans le cas d'une guerre commerciale un peu contenue, avec des droits de douane assez ciblés sur certains produits,
Notamment là, il y a eu récemment la nouvelle sur la métallurgie, ou dans le cadre d'une guerre commerciale un petit peu plus large, avec des droits de douane beaucoup plus larges sur l'ensemble des produits et sur l'ensemble des partenaires, vous voyez que l'impact sur la France, on parle de potentielles pertes, hein. Encore une fois, ce ne seraient pas des pertes avérées, mais les volumes d'export qui seraient à risque iraient entre 4 et 13 milliards d'euros. Alors vous allez me demander qu'est-ce que ça veut dire ces gros chiffres. Il faut savoir que sur une année moyenne, la France exporte entre 600 et 700 milliards de dollars de marchandises. Donc dans le cas d'une guerre commerciale contenue, ces 4 milliards, vous voyez que c'est moins d'1% des exportations totales, et puis après c'est plutôt le triple si on part sur un scénario plus large. Donc l'impact beaucoup moindre que ce que je vous ai montré tout à l'heure pour le Canada ou le Mexique, parce que même si les États-Unis sont un partenaire commercial important pour nous, ce n'est pas notre premier marché à l'export, puisque nos premiers partenaires sont avant tout dans l'Union européenne. Ensuite, d'un point de vue sectoriel, quels seraient les secteurs les plus menacés, les plus directement impactés? Là, c'est le tableau qui figure sur la droite de cette diapositive. Vous voyez que d'abord, ce serait le secteur de la pharmacie, et ensuite un peu de machinerie d'équipement, transport, auto, et puis aussi en partie les métaux, mais vraiment vous voyez que aucun secteur français ne figure dans le top 15. Donc, alors je ne sais pas si on doit se rassurer de ne pas être ciblé, ou si on doit se rassurer si on doit se dire que malheureusement ça veut dire qu'on exporte peu vers les États-Unis. Mais voilà, le panorama, ça reste quand même que les secteurs européens sont moins exposés que d'autres secteurs ailleurs dans le monde. Alors je vous disais, impact un peu moindre sur l'Europe que sur le Canada et le Mexique, tout à fait compréhensible, et un contexte de stagflation. Lorsqu'on parle d'un contexte de stagflation aux États-Unis, eh bien ça a des conséquences. Ça a des conséquences sur les banques centrales et sur les taux d'intérêt. Donc depuis 2023, on assiste à une normalisation de l'inflation. Donc voilà, aujourd'hui, les prix à la consommation augmentent moins vite, parce qu'encore une fois, il faut toujours faire la distinction entre le pouvoir d'achat, les prix, et puis leur dynamique. Donc les prix augmentent moins vite désormais, et on se rapproche plutôt autour des cibles des différentes banques centrales des grands pays avancés. En revanche, aux États-Unis, le risque que l'inflation dérape et se situe plus haut, ça a des conséquences sur la politique monétaire. Si vous regardez le graphique de droite, vous voyez qu'à la fin de cette année, on mise sur des taux américains à 4,25. Donc on est très très loin de la période de l'argent gratuit. Et même si vous revenez par rapport à nos prévisions chez Allianz Research de septembre, en fait en septembre on estimait que les taux américains allaient se situer à 3,5. Donc vous avez presque un point supplémentaire, 0,75 points, ce qui n'est pas neutre, et ce qui va avoir un impact sur l'ensemble des acteurs économiques américains, mais aussi sur les acteurs économiques ailleurs dans le monde et sur les marchés financiers. Vous voyez que côté européen, on s'attend quand même à une poursuite de la baisse des taux d'intérêt, avec des taux côté Banque Centrale Européenne qui situeraient autour de 2% à la fin de l'année. On a parlé beaucoup sinistralité. Et donc dans ce contexte où les taux restent élevés, où la croissance est un petit peu molle, chez Allianz Trade, nous, on suit de très près les défaillances d'entreprises. Et lorsqu'on regarde les défaillances d'entreprises, vous l'avez certainement lu dans des coupures de presse, avec des défaillances à un niveau record en France, etc. etc. Alors d'abord, il faut faire un petit pas de côté. C'est que les défaillances que l'on voit et que l'on a vues en 2024, c'est aussi un rattrapage de défaillances qui n'ont pas eu lieu durant les années de la pandémie. Donc nous, c'est ce qu'on appelle chez nous un peu le backlog d'entreprises qui auraient dû être défaillantes en 2020, 2021, 2022 et qui ont pu être sauvées d'une part par les politiques de soutien et puis aussi par le fait que l'argent était peu cher et donc les conditions financières étaient plutôt favorables. Et donc là, on assiste à un effet de rattrapage et on s'attend à ce que
on soit en 2025 sur un espèce de plateau, c'est-à-dire ni une accélération des défaillances, ni un ralentissement ou une baisse marquée, parce que voilà, encore une fois, je reprends cette image industrielle, mais le backlog il n'a pas encore été purgé, donc on s'attend encore à des niveaux de défaillance assez élevés. Ça, c'est du point de vue de la fréquence, c'est-à-dire le nombre d'entreprises qui font défaut. Et puis ensuite, il y avait un deuxième facteur que l'on suivait de près, c'est la sévérité. C'est-à-dire, vous avez aussi, voilà, est-ce que ce sont des grosses entreprises qui font défaut ou pas? Et là aussi, au niveau mondial, on assiste à une normalisation. Nous, ce qu'on appelle une grosse défaillance, c'est une entreprise qui fait plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et sur ce point-là aussi, si vous voulez un chiffre clé, en 2024, il y a eu une grosse défaillance par jour dans le monde. Donc au moins une entreprise de plus de 50 millions d'euros qui a fait défaut par jour dans le monde. Et donc voilà, on assiste à une normalisation aussi côté sévérité. Donc voilà, ça c'est un petit peu le panorama global. Maintenant, si on regarde un petit peu plus en détail sur la France, d'abord, que nous disent les données? Alors les données, elles sont plutôt faibles, c'est-à-dire quand on regarde d'abord la confiance des ménages. Alors, la confiance des ménages, elle s'est dégradée. Le contexte n'est pas aux réjouissances. Le contexte géopolitique est un petit peu anxiogène. L'incertitude politique qu'on a en France, même si nous avons un gouvernement et des affaires courantes qui sont gérées, reste quand même assez importante. Et donc, la confiance des ménages voilà, n'est pas au point fort. Si vous regardez le graphique de gauche, voilà, la ligne bleue, c'est la confiance des ménages. Et vous voyez qu'on est sur une pente plutôt descendante depuis quelques mois. Et ça se ressent aussi au niveau des entreprises, parce que si vos consommateurs ne sont pas au rendez-vous, vous ne risquez pas d'être très optimiste vous-même en tant qu'entreprise. Ça se ressent à la fois sur le carnet d'ordre, donc sur le graphique de droite, ça va être la ligne bleue, donc les nouvelles commandes ne sont pas... on attend de voir un vrai rebond sur les nouvelles commandes, et puis bien entendu sur l'état de la production, pareil, avec une production industrielle notamment qui reste un peu en berne. Si on regarde un petit peu plus près les ménages, la crise de pouvoir d'achat qu'on a traversée en 2022-23, elle a toujours des stigmates. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde les chiffres en volume, c'est-à-dire la consommation en volume des ménages, vous voyez que sur beaucoup de produits, on est toujours à un niveau plus bas qu'en 2022. C'est le graphique de gauche. Vous voyez que vous avez beaucoup de lignes qui sont sous les 100, qui est le point de référence de 2022. Les deux seules catégories de produits sur lesquelles on a on va dire des niveaux un peu plus élevés qu'auparavant, ce sont les textiles et puis l'automobile. L'automobile, il faut aussi garder en perspective que l'automobile, on part d'un niveau où, notamment en 2021, les constructeurs auto n'avaient pas été capables de produire autant, pénurie de puces, délai de livraison à rallonge, etc. Donc il y a aussi un petit peu de nuances à apporter à ce propos. Les Français ne se sont pas jetés sur toutes les voitures qui étaient dans les concessions. Donc les ménages limitent leurs dépenses et puis parallèlement, je vous mentionnais tout à l'heure des taux d'intérêt élevés, un climat un peu anxiogène et donc les ménages épargnent. C'est ce que vous voyez sur le graphique de droite. Le taux d'épargne des ménages est reparti à la hausse. Alors quand vous regardez le graphique, il faut ignorer 2020 parce que pendant le Covid, les ménages ont fortement épargné, mais ça s'explique assez facilement. Mais vous voyez que les niveaux sont beaucoup plus hauts que ce qu'on avait historiquement sur la période d'avant pandémie. Et donc voilà, tout ça explique à la fois les chiffres en termes de consommation et puis la perception de l'environnement par les entreprises. Le marché du travail dans tout ça, parce que Sarah, tu mentionnais tout à l'heure que les difficultés de recrutement sont toujours persistantes, mais on voit aussi parallèlement que dans un certain nombre de secteurs, du fait de cette production qui ralentit, du fait du contexte de consommation aussi un peu moindre, en fait le marché du travail commence à un peu se desserrer.
et on s'attend à ce qu'en 2025, on ait une légère augmentation du chômage en France. Donc, et ça va aussi avec l'histoire que je vous racontais sur les défaillances d'entreprises. Voilà, des entreprises qui mettent la clé sous la porte, c'est aussi en général des salariés qui doivent retrouver du travail. Et donc, voilà, une légère augmentation du chômage qui est attendu en 2025 en France. Si on regarde tout ça au total, qu'est-ce que ça implique pour la croissance en France? Alors, vous allez me dire, mais Anno, là, tu ne nous parles pas de budget. On vient d'avoir un budget. Alors oui, on vient d'avoir un budget. Et alors, tous ceux qui nous regardent, nous allons publier là, dans les jours à venir, une analyse détaillée de notre perception du budget français. Donc, le budget français, il ne va pas soutenir la croissance. Il ne va pas non plus la contraindre trop fortement, puisque voilà, le budget prévoit quelques économies, quelques recettes exceptionnelles, notamment, vous avez peut-être vu cette hausse exceptionnelle sur l'année fiscale 2025 de l'imposition des grandes entreprises. Nous, on reste très prudent par rapport aux prévisions budgétaires, notamment parce qu'on pense que les prévisions de croissance du gouvernement sont un petit peu plus optimistes que les nôtres. Et donc ça amènerait un déficit un petit peu plus important. Alors voilà, je ne dis pas que le gouvernement s'attend à une croissance double par rapport à ce qu'on prévoit chez Allianz, mais on attend la croissance française, nous, autour de 0,7 points, tandis que le gouvernement attend 0,9. Donc voilà, ces 20 points de base seront significatifs, notamment lorsqu'on mettra le déficit en perspective du PIB. Et donc très clairement, il y a un risque. Il y a un risque de dérapage. Il y a aussi un risque sur certaines recettes. Je mentionnais cette fameuse taxe sur les grandes entreprises. Voilà, quand vous regardez les entreprises du CAC 40, 70% du chiffre d'affaires est à l'étranger. Donc voilà, ça met aussi un peu les choses en perspective. Donc très clairement, il y a un risque que le déficit soit un petit peu plus élevé que ce que l'on espère. Et en tout cas, ce redressement des finances publiques va devoir être poursuivi en 26 et dans les années à venir. Mais là, voilà, je n'ai pas de boule de cristal, on verra bien ce qui se passera en termes de contexte politique. Et sur cette diapositive à droite, peut-être un petit rappel, parce que je pense qu'on a tendance un petit peu à l'oublier, mais la France et l'Europe plus largement, nous sommes toujours dans un contexte de crise de l'énergie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos industriels payent 3 fois plus cher que les industriels chinois, et à peu près 2 fois plus cher que les industriels américains, le prix de l'énergie. Donc ça, c'est véritablement un frein à la compétitivité du pays et de la région plus largement. Et ce problème-là doit aussi être adressé. Donc alors vous allez peut-être vous faire référence à... Moi récemment, j'ai reçu un courrier d'EDF qui m'indiquait que mes prix allaient baisser. Voilà, en toute franchise, vos prix, vous pourrez très bien réaugmenter l'année prochaine. Parce que la crise de l'énergie n'est pas derrière nous et qu'on a un problème structurel à régler. Donc voilà, la France, une croissance et une activité économique, voilà, pas réjouissance, mais pas de récession non plus. Je ne vous donne pas le panorama en Allemagne qui est plus pessimiste qu'en France. Mais voilà, très clairement, une économie qui va rester un peu résiliente, mais plutôt molle, et puis qui a des problèmes structurels. Mais nous ne sommes pas les seuls à régler, que ce soit la question de la productivité. Ça aussi, c'est peut-être quelque chose que vous avez beaucoup lu dans les coupures de presse. Que se passe-t-il au niveau de la productivité française ? Cette question d'énergie qui reste à solver, et, à résoudre. Et puis, enfin, la question des finances publiques qui doivent être redressées. Et aujourd'hui, le contexte politique qui ne permet pas de faire des réformes très fortes dans un sens ou dans l'autre, et qui paralyse un petit peu aussi l'action publique. Donc voilà. Ce sont les principales conclusions. Alors je ne sais pas si j'ai rassuré, ou voilà, vous pouvez voir le verre à moitié vide ou à moitié plein, mais ce sont les perspectives comme nous les voyons chez Allianz Research.
Merci Anno, merci à vous trois pour votre point de vue d'expert. Franchement, c'était très éclairant, merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Vous avez à l'écran l'adresse email à laquelle vous pouvez écrire pour poser vos questions ou obtenir des documents. Je vous invite aussi à aller sur le site d'Allianz pour retrouver l'intégralité des informations liées à ce baromètre des risques 2025. Et on a été très heureux de vous accompagner aujourd'hui dans l'éclairage de ce baromètre.